C'est un plaisir pour moi de venir voir les réanimateurs une fois par an. C'est presque devenu une habitude maintenant. Et je vais vous parler donc dans le cadre de ce topo du lupus systémique et des formes graves. Alors on est dans le cadre de ces maladies qu'on croit connaître, et ce que je souhaiterais faire, c'est vous donner les clés qui permettent d'évoquer le lupus, puisque je dois dire que c'est probablement une des maladies qui est évoquée le plus souvent à tort. Je souhaiterais donc qu'au terme de cette présentation, vous puissiez reconnaître et évoquer le lupus devant un problème réanimatoire. Alors, de manière très schématique, il y a deux situations. Soit le lupus est inconnu, donc vous allez avoir affaire à des manifestations inaugurales, et dans ces cas-là, vous devez être capable de reconnaître globalement le lupus et porter le diagnostic devant une symptomatologie de réanimation. Soit le lupus est connu, et donc dans ce cas-là, vous devez reconnaître la manifestation spécifique du lupus, et c'est autour de ces deux axes que va être articulé mon topo. Alors comment est-ce qu'on va reconnaître le lupus systémique? J'insiste là-dessus parce que trop souvent, on a tendance à considérer que le lupus se résume à sa formule d'auto-anticorps. Vous pouvez oublier ça, le lupus c'est une maladie, donc vous devez avoir des signes cliniques, et pour évoquer le lupus, il vous faut des signes cliniques. Et vous verrez que je vais quasiment pas insister sur la symptomatologie biologique, immunologique. Les points forts à retenir pour évoquer le lupus, c'est des choses que vous connaissez probablement, mais vous savez que c'est une maladie de la femme. Le sexe ratio est de 9 pour 1. Bon, bien évidemment, tout existe en médecine. Le dernier patient qu'on a diagnostiqué, c'est un homme, il a 70 ans, il a une atteinte rénale. Et globalement, si vous avez un patient qui a plus de 60 ans, l'âge recule maintenant, et qu'il est du sexe masculin, le diagnostic de lupus est peu probable. C'est une femme qui est en activité ovarienne la plupart du temps, donc après la ménopause, le risque de lupus est très faible. Et ça reste une maladie rare, mais parmi les maladies rares, c'est une maladie qui est assez fréquente. On est en dessous du seuil de 1 pour 2000, il y a 23 000 lupus en France, donc vous aurez probablement l'occasion d'en rencontrer. Il y a une influence ethnique, cette influence elle existe sur la fréquence, mais également sur le type de symptômes. Les atteintes rénales notamment sont plus fréquentes chez les patients qui sont originaires de l'Afrique noire ou des Antilles. Il y a des formes familiales, et là vous devez insister, mais ça je pense que vous le faites systématiquement, sur l'arbre généalogique. C'est vrai qu'un terrain de maladie auto-immune, c'est quelque chose qui est d'emblée évocateur de lupus. La forme de transmission directe de la mère à l'enfant est absolument exceptionnelle. Mais on trouve très souvent chez les apparentés du premier degré un terrain de maladie auto-immune, que ce soit le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, on compte pas les thyroïdites. Et puis enfin, il y a des formes pédiatriques qui sont là aussi relativement rares. Donc c'est une maladie protéiforme, le lupus, et c'est ce qui fait sa difficulté. Et vous allez voir que ma présentation dans un deuxième temps va malheureusement être un petit peu un catalogue, car on doit évoquer les différentes atteintes viscérales, et on a du mal à trouver un fil conducteur là-dedans, mais finalement, les internistes que vous êtes doivent pouvoir faire le diagnostic. Retenez quand même que la maladie va s'exprimer donc au moment des poussées, et que dans les poussées, en moyenne, on a 2 organes qui sont touchés. Donc la forme qui est la forme sévère du lupus, avec une catastrophe qui touche tous les organes, c'est absolument exceptionnel. Ça veut dire aussi qu'il va falloir avoir un examen clinique complet pour évoquer le diagnostic. Alors ça, c'est les critères de classification élaborés par l'ACR. Ce ne sont pas des critères diagnostiques. On peut avoir que 2 critères et porter le diagnostic de la maladie, mais ça vous permet de voir à quel point la maladie est protéiforme, avec une surreprésentation de l'atteinte dermatologique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le lupus érythémateux disséminé, ce que nous on n'aime pas trop, on préfère le terme de lupus systémique. Juste pour vous fixer les idées, voilà donc l'évolution de 1000 patients lupiques au diagnostic initial et à 5 ans. Et vous voyez que quasiment tous ces patients vont avoir une atteinte dermatologique, et beaucoup d'entre eux, 84%, vont avoir une atteinte articulaire sous la forme d'une polyarthrite. Donc c'est des questions simples qui permettent d'évoquer le diagnostic. D'accord? Et vous voyez après qu'il y a un certain nombre d'autres symptômes, les sérites notamment, qui sont présents de manière non exceptionnelle. Alors j'insiste à nouveau sur l'atteinte dermatologique, parce que c'est un moyen très simple d'évoquer le diagnostic. Dans les critères de classification, il y a le Rasch-Malher, le lupus discoïde, la photosensibilité, question très simple.
à poser aux patients, à ne pas confondre avec la lucite estivale, qui est quelque chose de très banal, qui touche les femmes, c'est 30% chez les étudiantes en médecine, vous voyez. Il y a une étude dessus, mais en gros, c'est 10% de la population, la lucite estivale. La photosensibilité, c'est vraiment des gens qui vont faire des réactions érythémateuses extrêmement sévères pour un ensoleillement très modéré. Et souvent, la maladie évolue pour son propre compte. Quelques images pour vous illustrer ce que ça peut être. Ça, c'est une forme typique avec l'éruption donc en Vespertilio. Et vous voyez une atteinte du décolleté et de toutes les parties qui sont exposées au soleil. Il faut penser à aller voir les muqueuses en haut et en bas parce qu'on peut avoir des ulcérations aiguës. Ça, c'est du lupus aigu. Et bien sûr, regardez les mains avec une éruption qui va respecter les articulations interphalangiennes. Quand on a ça, on est sûr quasiment que le patient a un lupus et donc que les symptômes qui vont être associés, qui vont le conduire en réanimation, vont être à rapporter à cette maladie. Autre forme de lupus cutané, c'est le lupus subaigu. Ça ressemble un petit peu à de l'urticaire, ça touche avec prédilection les membres et le tronc. Vous voyez avec cette forme qui est une forme inflammatoire en périphérie et qui est un petit peu atrophique au centre. Et la dernière forme de lupus, c'est la forme de lupus discoïde, avec la caractéristique essentielle qui est de l'atrophie au centre et des squames un petit peu importantes. Quand on a ça, on est sûr du diagnostic. D'accord? Donc ça, c'est simple, vous pouvez évoquer le diagnostic là-dessus. Deuxième élément, qui est un élément souvent sous-utilisé, les examens biologiques simples. Je ne vous parlerai pas là de l'immunologie, parce que de toute façon, vous allez attendre 15 jours, 3 semaines avant d'avoir la réponse, sauf dans certains centres, on peut les avoir en urgence, mais sachez regarder la formule sanguine, l'hémogramme, qui va vous aider à porter le diagnostic. C'est très simple pour s'en souvenir, dans le lupus, tout est diminué. Donc on va avoir une lymphopénie, une leuconeutropénie, une thrombopénie et une anémie hémolytique, ou une anémie inflammatoire la plupart du temps. Quand on a des petits symptômes biologiques comme ça devant un signe clinique qu'on ne sait pas orienter, il faut savoir évoquer le lupus. Donc je ne parle pas volontairement de la fin, des anticorps anti-ADN et des anticorps antinucléaires, parce que vous n'aurez pas à votre disposition ces examens quand vous verrez le patient. Un autre élément qui est important, c'est l'existence du syndrome des anticorps antiphospholipides, qui dans 30% des cas est associé au lupus. Vous savez qu'il y a une forme qui est une forme primaire et qui peut exister. C'est simple, il faut penser à reconstituer les antécédents thrombotiques du patient, surtout que c'est un sujet jeune. Dans le syndrome des antiphospholipides, c'est une thrombose artérielle, veineuse ou microvasculaire, on en parlera à la fin. Et c'est vrai que une photosensibilité, une thrombose veineuse du sujet jeune, si on a pu mettre en évidence ces anticorps, c'est quelque chose d'évocateur. Les anticorps, c'est l'anticoagulant circulant lupique à évoquer avant de mettre le patient sous héparine, la recherche d'anticardiolipine et la recherche d'anticorps anti-bêta-2 GP1. Donc avec ça, vous êtes capable, devant une manifestation grave, d'évoquer le lupus ou d'évoquer le lupus devant une forme inaugurale. Alors, quelles sont les manifestations graves du lupus systémique? En fait, moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait fait dans le service ces dernières années avec nos collègues de la réanimation et j'ai vu à peu près quel type de patient on avait orienté. On va reprendre un petit peu les causes de mortalité. La mortalité du lupus s'est considérablement améliorée, mais vous voyez qu'avant, les patients décédaient d'une atteinte rénale, du système nerveux central, d'une vascularite systémique qui est évoquée de manière trop importante, l'infection que je ne traiterai pas aujourd'hui parce qu'elle n'a pas de particularité, mais que vous devez toujours évoquer, le syndrome des anticorps antiphospholipides et les maladies cardiovasculaires. Première chose, l'atteinte rénale. L'atteinte rénale dans le lupus, c'est à peu près 40% des patients dans les 5 premières années. C'est plus fréquent chez les enfants, les patients noirs, les asiatiques, et c'est plus fréquent chez les malades de sexe masculin. C'est bien sûr pas ça qui va emmener le malade en réanimation. Ça, c'est des choses qu'on traite dans le service. Sachez seulement qu'on traite simplement la classe 3, la classe 4 et la classe 5, et que donc il va falloir faire une biopsie rénale. Non, vous allez avoir en face de vous des patients qui ont une insuffisance rénale aiguë sévère, rapidement progressive, qui est relativement exceptionnelle dans le lupus, contrairement aux vascularites par exemple. Il faut de toute façon, comme je l'ai évoqué précédemment, que vous ayez une histologie. C'est quasiment impossible de traiter un patient qui a une atteinte rénale lupique sans savoir de quel type d'atteinte il a. Donc soit on fait une biopsie par voie standard, soit, et c'est quelque chose qui est réalisé de plus en plus souvent, notamment chez les malades sous anticoagulants chez qui on ne veut pas arrêter le traitement, comme dans le syndrome des antiphospholipides, on va faire une biopsie par voie transjugulaire sans interrompre le traitement. Il y a un certain nombre de centres qui fait
La difficulté de cette pratique, c'est qu'on rentre par la veine, donc on n'a pas la corticale du rein, et souvent les atteintes artérielles sont à cet endroit-là. C'est important parce qu'il faut éliminer la présence d'une microangiopathie thrombotique associée dans le cadre du syndrome des antiphospholipides. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que vous pouvez voir les patients avec une atteinte rénale. Alors le traitement, il n'est pas codifié, mais très schématiquement, on va retomber, vous allez voir, on n'est pas très originaux, globalement, donc on tombe sur bolus de solu-médrol et souvent cyclophosphamide intraveineux adapté, puisque en cas d'insuffisance rénale, il faut diminuer les doses. Ce qui est très important de toute façon, c'est que vous ayez une communication avec un collègue interniste, qu'on a la plupart du temps, et avec ça, je pense que vous arriverez à prendre des décisions sans problème. Deuxième type d'atteinte, c'est l'atteinte du système nerveux central. Alors, l'atteinte du système nerveux dans le lupus, c'est quelque chose qui est évoqué un petit peu à tout bout de champ. Vous voyez ici, sur cette diapositive, les 19 syndromes qui ont été définis par le comité ad hoc de l'American College of Rheumatology. Donc, il y a 12 atteintes du système nerveux central, 7 du système nerveux périphérique. En fait, il y a à peu près tout ce que la neurologie peut décrire. Alors, bien évidemment, c'est pas ces formes-là qui vont emmener le malade en réanimation. Non, les deux formes qui sont importantes, c'est celle-là. Il y a ce qu'on appelle le syndrome organique cérébral, une espèce d'encéphalite, d'encéphalopathie qui est probablement d'origine inflammatoire ou immunologique. On voit un patient qui va avoir des troubles amnésiques, des troubles cognitifs, des troubles de conscience, et qui va s'enfoncer progressivement dans le coma. Et c'est là où la première partie de mon exposé est importante, parce qu'on peut avoir à évoquer le diagnostic de lupus chez un patient comme ça, chez qui on connaît absolument rien, et ça va être d'autant plus difficile que la plupart du temps, l'IRM est normal. Donc il ne faut pas hésiter, ça nous arrive souvent, quand on a quelques petits arguments à l'interrogatoire, par exemple de la famille, parce que le patient n'est pas interrogeable, ou des hypersignaux sur l'IRM, ce qui existe quand même parfois, des hypersignaux temporaux notamment, il ne faut pas hésiter à faire un traitement par bolus de corticoïdes, et on verra revenir les examens biologiques, immunologiques dans un deuxième temps, on verra si le C3 est diminué, le complément est diminué, et dans ce type d'atteinte, ce qui est très efficace, c'est le bolus de corticoïdes l'endoxan, et souvent on rajoute des échanges plasmatiques. Deuxième forme, qui est une forme de l'adolescent, qui est une forme sévérissime, la surmortalité de ces patients par rapport à une population de même âge est multipliée par 1000, c'est la catatonie. Donc c'est des jeunes adolescents qui vont rester dans leur lit, qui ne bougent pas, qui arrêtent de s'alimenter et qui meurent à cause de ça, avec les complications de décubitus. Et donc ce type de patient peut répondre au bolus de solu-médrol, mais surtout aux échanges plasmatiques. On avait fait une série comme ça dans le service avec des malades qui s'amélioraient entre le début de l'échange et la fin de l'échange. Ils étaient catatoniques au début, ils revenaient, ils nous parlaient, c'était surprenant. Donc deux formes qui ne sont pas des formes très fréquentes, mais qu'il faut connaître et qui sont des formes gravissimes. L'atteinte cardiaque, elle peut être très sévère au cours du lupus. Alors il y a trois types d'atteintes. Soit on peut avoir une péricardite, mais dans ces cas-là, le malade ne va pas en réanimation, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 1 à 2% de formes qui sont des tamponnades. Des tamponnades qui sont souvent sensibles à la corticothérapie et qu'il faut savoir maintenir, parce que la plupart du temps, donc on draine le patient et en fait, on hésite à rajouter la corticothérapie parce que c'est vrai qu'on n'évoque pas forcément le diagnostic de lupus devant une tamponnade. L'autre atteinte, c'est l'atteinte sévérissime, c'est la myocardite. Il y a deux formes d'atteinte du myocarde au cours du lupus. Il y a d'une part une myocardite vraie, qui peut être isolée, avec une atteinte inflammatoire du myocarde, ou qui peut être dans un contexte un peu plus général, le syndrome d'activation macrophagique. Là, le traitement, il est simple, c'est corticoïdes immunosuppresseurs. De toute façon, vous cassez pas, je vais pas être très original. La deuxième atteinte, c'est celle qu'on voit dans le syndrome catastrophique des antiphospholipides, dont je vous parlerai à la fin, avec une atteinte de type microangiopathie thrombotique. Donc on peut ne rien avoir sur la coronarographie ou sur les examens qui vont explorer les gros troncs, mais on va avoir un myocarde qui va arrêter de répondre avec une hypokinésie qui est globale. Et il faut savoir dans ce contexte évoquer l'atteinte thrombotique, parce que là le traitement, c'est l'anticoagulation, c'est pas le traitement immunosuppresseur. On peut avoir aussi des atteintes des coronaires avec des infarctus du myocarde du sujet jeune. Infarctus du myocarde du sujet jeune, vous devez avoir le tiroir qui s'ouvre, et il faut penser au lupus ou au syndrome des antiphospholipides. Et puis enfin, il y a parfois des lésions valvulaires qui se compliquent, rarement seules. Le syndrome, la traditionnelle endocardite de Lehmann-Sachs, donne rarement une atteinte sévérissime, mais elle peut bien évidemment se compliquer avec l'apparition d'une endocardite d'Osler, parce que le patient a fait des gestes
bucco-dentaire sans protection. L'atteinte pulmonaire est exceptionnelle au cours du lupus, exceptionnelle, mais il existe des formes de pneumopathie lupique. Là, j'ai mis 1 à 5%, mais c'est largement inférieur. Elle n'a pas de particularité, c'est une pneumonie qui est souvent très sévère et au cours de laquelle il faut éliminer une infection, bien évidemment, et surtout quand elle survient chez un malade traité. Il faut d'autant plus éliminer une infection que là aussi, le traitement, c'est un traitement par immunosuppresseur associé à des corticoïdes. Voilà une forme de pneumonie lupique. Heureusement pour nous, c'est quelque chose qui est relativement exceptionnel, mais qui a conduit parfois des patients en réanimation. Les hémorragies intra-alvéolaires qui existent notamment au cours du syndrome catastrophique des antiphospholipides, mais qui peut aussi exister en dehors. Au cours du syndrome des catastrophiques des antiphospholipides, il y a ce qu'on appelle une capillarite. En fait, il y a des thrombies capillaires et il va y avoir une hémorragie alvéolaire en rapport avec ces thrombies. Donc là aussi, le traitement va être une anticoagulation. Mais souvent, on ajoute une corticothérapie à forte dose associée à un traitement immunosuppresseur. Dernière entité inflammatoire qui est à connaître, c'est ce qu'on appelle la vascularite. Alors, la vascularite au cours du lupus est évoquée à tort beaucoup trop souvent. Dans les formes autopsiques, c'est absolument exceptionnel. C'est inférieur à 5%, notamment les vascularites cérébrales. Il y a cette forme qui est un peu particulière, qu'on appelle la vascularite ou l'entérite lupique, avec cette image qui est un peu particulière sur le scanner. Le patient se présente en fait avec des douleurs abdominales extrêmement importantes, et le scanner va montrer cet aspect qui correspond en fait à de l'œdème de la sous-muqueuse digestive. Et là, il faut savoir évoquer le diagnostic, et là également biopsier le patient, ça va être la colo ou la fibro, mais souvent, elle montre pas de signe de vascularite, et il faut savoir donner un traitement par corticoïdes et immunosuppresseurs. Donc vous voyez des formes, des manifestations inflammatoires qu'il faut évoquer assez rapidement et qu'il faut traiter avec un traitement immunosuppresseur et corticoïdes à forte dose. Deux autres formes qui sont importantes, qui sont des formes beaucoup plus diffuses. La première, c'est le syndrome d'activation macrophagique, qui n'a pas de particularité au cours du lupus, mais qui n'est pas rare, qui correspond souvent à une défaillance multiviscérale, avec comme élément d'orientation donc une fièvre, mais qui est un signe non spécifique, une cytopénie, une consommation donc à cause de l'activation macrophagique, une chute des globules blancs, une chute des globules rouges ou des plaquettes. Les signes biologiques indirects, il y a une élévation des triglycérides, de la LDH, de la ferritinémie, donc autant de signes biologiques simples qu'on peut obtenir. Il peut y avoir une diminution du fibrinogène ou un fibrinogène qui est anormalement normal dans un contexte inflammatoire. Et puis souvent, mais c'est pas obligatoire, il faut avoir une image d'hémophagocytose sur les biopsies que vous allez faire, le myélogramme ou la biopsie cutanée par exemple. Cette forme en fait est liée souvent à du relargage de TNF et c'est pas rare au cours de cette forme d'avoir une atteinte du myocarde. Et en fait, le traitement, c'est toujours le même. C'est un traitement par corticoïdes immunosuppresseurs. Les immunoglobulines intraveineuses ne sont plus indiquées dans ce contexte. Retenez quand même que chez ces patients qui sont fébriles, souvent la CRP est faiblement élevée. C'est un bon examen au cours du lupus. En dehors des sérites, la CRP monte pas ou peu dans le lupus. Et c'est vraiment, contrairement à ce qu'on pense, une maladie qui est assez faiblement inflammatoire. Donc, quand vous avez un contexte général assez parlant et que vous avez une CRP qui est anormalement basse, il faut penser à évoquer le lupus. Dernier point qui est essentiel, je vous en avais parlé ici l'année dernière, mais c'est le syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. Donc c'est une microangiopathie, c'est la microcirculation qui est touchée, et donc on est soit dans un cadre qui est connu de syndrome des antiphospholipides, soit inconnu, donc on va avoir des thromboses simultanées. Pour le diagnostic, il faut qu'il y ait en théorie 3 organes en même temps sur moins de 7 jours. Bon, bien évidemment, c'est pas toujours le cas, mais vous pouvez évoquer le diagnostic. On a en face de soi un patient en défaillance multiviscérale et la mortalité est entre 35 et 50%. Diagnostic différentiel, c'est toutes les autres causes de microangiopathie thrombotique. Donc juste les données d'épidémiologie, parce que ça, c'est les patients qu'on voit souvent en réa, nous. Ça nous arrive rarement. Donc soit on est dans un cadre primaire, soit on est dans un cadre associé au lupus, ce qui est l'objet de mon propos aujourd'hui. Il y a des facteurs précipitants, notamment des infections, ou alors des stimulations de l'endothélium vasculaire. Et vous voyez, il y a à peu près 50% des patients qui ont donc cette défaillance multiviscérale qui s'installe de manière inaugurale.
On ne connaît pas le syndrome des antiphospholipides et on voit ce patient, donc il faut savoir évoquer ce diagnostic devant un syndrome des anticorps devant une défaillance multiviscérale, alors qu'on ne connaît pas le syndrome des anticorps antiphospholipides. Donc, d'abord le rein qui est touché, 70%, le poumon de manière non rare, 64%, le cerveau avec des atteintes artérielles, et puis le cœur également, enfin la peau, qui est un examen simple et qui permet d'évoquer le diagnostic de manière rapide. Donc il y a des thromboses, c'est le substratum physiopathologique, et ces thromboses permettent donc sont responsables de l'atteinte multiviscérale. Juste un mot, bien évidemment, tout n'est pas artériel. Vous voyez ce patient avec une insuffisance rénale, une hypertension, et puis cet aspect d'accident vasculaire cérébral. En fait, c'était une encéphalopathie postérieure qui est parfaitement réversible, et vous verrez en réanimation, soit dans le cadre du lupus, soit dans le cadre d'autres pathologies, avec une hypertension artérielle, et on contrôle l'hypertension artérielle, et en général, on améliore les choses, c'est simplement de l'œdème. Une forme qui est une forme à connaître également, c'est le syndrome catastrophique des antiphospholipides, mais là on n'a pas d'hypertension artérielle, on a même une hypotension. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le patient en fait a fait un hématome bilatéral des surrénales, il est en choc, il a une hypotension et des douleurs abdominales qui sont évocatrices dans le contexte, ça c'est sa surrénale avec un hématome dedans, et on voyait ça sur le scanner ici. Les examens biologiques, là encore, ils sont intéressants, il y a très souvent une thrombopénie dans ce contexte. Et puis on peut avoir des stigmates d'anémie hémolytique. Enfin, on aura les anticorps anticardioépines qui reviendront positifs, mais dans un deuxième temps. On a exceptionnellement un INR qui peut être supérieur à 10, ça c'est à connaître également, parce que le patient en fait a fait un Budd-Chiari et a une atteinte hépatique. Donc la mortalité, elle est importante, et ça permet de guider le traitement. La mortalité, elle est simple, elle va être diminuée chez les malades qui ont reçu un traitement anticoagulant. C'est le maître mot, c'est ce qu'il faut retenir. On peut mettre des traitements immunosuppresseurs, des corticoïdes, il faut anticoaguler le malade, ce qui n'est pas évident pour vous, parce que ce patient a une thrombopénie, et c'est vrai que c'est pas facile. Mais en gros, ce qui sort de cette étude, c'est on anticoagule, on rajoute des corticoïdes, parce que malheureusement, dans toutes les données qu'on a, on ne peut pas faire la différence avec et sans corticoïdes. Et puis après se discute soit le cyclophosphamide, soit les plasmaphéreses, soit les immunoglobulines intraveineuses, avec donc une évolution qui est une évolution favorable chez les patients qui ont reçu une anticoagulation qu'il faut maintenir. Il faut que cette anticoagulation soit efficace. Un dernier mot, c'est qu'il y a des facteurs précipitants. Donc là aussi, on retrouve facilement, on évoque le diagnostic facilement quand on retrouve soit une infection, soit surtout des procédures qui sont venues stimuler l'endothélium et qu'il va falloir d'ailleurs éviter de faire pour essayer d'explorer le patient. Enfin, on retrouve souvent un facteur précipitant autre qu'est l'arrêt de l'anticoagulation, un INR qui est anormalement bas chez un patient qui a un syndrome des antiphospholipides. Dernier point que vous devez évoquer, bien sûr, c'est l'infection sévère. Je ne vais pas détailler les infections, elles n'ont pas de particularité. Bon, les patients sont sous immunosuppresseurs, donc c'est absolument pas rare. Vous trouverez l'essentiel de ce que je viens de vous dire dans le protocole national de diagnostic et de soins sur le site de la Haute Autorité de Santé qu'on avait rédigé avec beaucoup de médecins impliqués dans la prise en charge des patients lupiques.